Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces questions. Pour commencer avec la MONUSCO, nous estimons qu'elle est actuellement la seule force déployée dans l'Est de la RDC capable de soutenir ces accords que nous avons signés. Nous comptons donc sur la MONUSCO pour fournir un soutien logistique aux mécanismes de surveillance du cessez-le-feu que nous mettons en place, en coordination avec la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs avec leurs mécanismes. Nous discutons donc de la manière dont la MONUSCO peut mieux aider à faire respecter les accords spécifiquement, ainsi que l'accord cadre de Doha. Lors du dernier renouvellement de mandat, nous avons été satisfaits de voir dans le mandat de la MONUSCO des termes qui lui permettent explicitement de soutenir ces accords. Et le secrétaire Rubio a financé la MONUSCO lors du dernier engagement de fonds. Les États-Unis restaient donc déterminés à soutenir la MONUSCO et à lui permettre de jouer un rôle plus efficace dans l'Est de la RDC. Cela dit, nous constatons des entraves importantes aux capacités de la MONUSCO. Nous voyons le M23 entraver les mouvements de la MONUSCO et sa capacité à protéger les civils. C'est donc un point sur lequel nous continuons d'assister. Nous aimerions bien sûr que la MONUSCO soit plus efficace, surtout pour la protection des civils, donc nous continuerons à discuter du rôle de la force. En ce qui concerne la mise en œuvre des accords, comme vous l'avez dit, nous avons bien l'intention de demander des comptes à tout fauteur de troubles au processus de paix. Nous avons bien sûr apprécié l'implication personnelle du président Trump lors de la signature le 4 décembre. Le président est à juste titre fier des progrès accomplis sous sa direction l'année dernière pour mettre fin à ce conflit. Et cela étant dit, nous savons que la paix est compliquée. Et le secrétaire Rubio a dit juste après la signature, vous savez, nous avons un accord et maintenant, cet accord doit être respecté. Il a donc vraiment mis la responsabilité sur les parties, comme vous l'avez dit, de respecter leurs engagements. Et il a aussi dit que, comme dans tout conflit, il y aura des hauts et des bas dans cette mise en œuvre. Mais il a été clair. Et je tiens aussi à préciser aujourd'hui que nous maintiendrons nos caps. Et les États-Unis restent absolument déterminés à avancer dans le cadre des accords de Washington comme étant le meilleur moyen de résoudre ce conflit. Nous avons l'intention de garder toutes les options sur la table pour demander des comptes aux fauteurs de troubles. Je veux aussi être claire sur le fait que depuis le 4 décembre, malheureusement, nous avons vu la violence s'intensifier dans l'est de la RDC. Nous avons vu le M23 avec le soutien des forces de défense rwandaises, ce qui a été documenté et déclaré par l'ambassadeur Waltz tout récemment à l'ONU. On a vu cette offensive s'emparer de la ville stratégiquement importante de Villera. Et c'est extrêmement préoccupant pour nous. Et nous considérons que même si nous avons constaté un certain retrait du Vira, je tiens à préciser que ce mouvement n'est pas suffisant. Nous avons fait savoir très clairement qu'il y a un retrait plus net vers le nord, avec les troupes rwandaises retournant vers leurs frontières, et le M23 se repliant bien plus loin, au moins sur ses anciennes lignes, et se réengageant dans le processus de Doha, est nécessaire. Nous devons vraiment voir ces étapes, et toute mesure prise pour y remédier sera calibrée pour changer les comportements. Toutes les options sont donc sur la table, et au plus haut niveau, nous continuons de discuter des mesures à mettre en œuvre pour changer cela. Enfin, concernant le rôle de l'Union africaine, nous apprécions beaucoup l'UA, surtout le président de la Commission et son équipe. Ils ont été excellents pour soutenir à la fois le processus de Doha et les mécanismes de mise en œuvre des accords de Washington. L'UA est représentée dans notre comité de surveillance conjoint et dans les réunions du mécanisme de coordination de la sécurité. Le CSC et le MCC sont les principaux mécanismes de redevabilité pour superviser le volet Washington. L'UA y est présente et active. Le président du Togo est également désigné comme médiateur de l'UA pour ce conflit. Nous saluons la conférence qu'il a convoquée le week-end dernier au Togo. Les États-Unis ont pu y participer, comme beaucoup d'autres, et lors de cette conférence, un résultat espéré et atteint fut l'opérationnalisation des 5 anciens chefs d'État désignés par l'UA pour aider sur certains volets. Et l'un de ces volets est l'engagement de la société civile. Je suis donc d'accord, l'engagement de la société civile est la clé d'une paix durable. Et nous espérons que l'UA saura s'impliquer et jouer un rôle de premier plan à cet égard. Avant de céder la parole aux membres de rang, vous savez, nous avons aussi l'obligation d'agir à la Chambre et au Sénat. Nous vous remercions pour ce que vous faites. Je sais que c'est terriblement affligeant de voir tout ce travail acharné ainsi mis en péril. Je pense à la loi Magnitsky. Devinez qui l'a poussée? C'est moi. Elle vient de la loi sur la démocratie en Biélorussie de 2004, quand on me disait de ne pas sanctionner Loukachenko. On l'a fait, signée par George W.
Bush, en 2004, elle a libéré des prisonniers et montré qu'on ne plaisantait pas sur les affaires ici. C'est le fondement de toute la loi Magnitsky. Elle découle de la loi sur la démocratie en Biélorussie. Et je chercherai à créer des lois spécifiques par pays pour aider le président à faire respecter ce qu'ils ont déjà accepté. Et encore une fois, je ne le dirai jamais assez. Quand on signe, on engage son honneur. Et ne rien faire ou fermer les yeux sur certains agissements est inacceptable. Je parle d'acteurs individuels dans les deux pays, en particulier le M23. Nous devons nous impliquer davantage en tant que Congrès. Et j'ai l'intention de diriger ça. Merci. Je cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Sous-secrétaire adjoint Trotman, merci encore. Si j'apprécie l'attention du président Tshisekedi sur cette guerre, le chemin vers la paix dans l'est du Congo est encore long. Même après la signature des accords de Washington le mois dernier, le M23 et les forces rwandaises ont pris Uvira lors de leur 3e offensive dans les Kivu en 2025. J'étais ravie des messages fermes du secrétaire Rubio et de l'ambassadeur Waltz envers le Rwanda, disant qu'ils utiliseraient tous les outils pour les tenir responsables. Mais on attend toujours de les voir. Quelles mesures punitives, dont des sanctions, les États-Unis comptent-ils prendre contre le Rwanda et le M23 pour les forcer à reculer à 75 km d'Uvira et les punir d'avoir violé les accords? Merci, Madame la représentante, de me donner l'occasion d'aborder ce point. Comme je l'ai dit, toutes les options restent sur la table pour encourager un changement de comportement et inciter le Rwanda à respecter ses obligations liées aux accords de Washington. Nous continuons de croire que les accords de Washington sont faisables. Et qu'une fois que la conformité sera rétablie, nous pourrons poursuivre notre surveillance de ce processus. Y a-t-il un calendrier pour la mise en œuvre de conséquences concrètes? Bien sûr, nous continuons de discuter au plus haut niveau des conséquences qui pourraient être imposées. Je dirais que nous avons été très clairs sur le fait que ce problème affecte tous les aspects de notre relation bilatérale. Nous serions bien plus avancés dans la mise en œuvre de notre protocole économique et d'autres accords avec le Rwanda sans cette grave erreur de calcul. Nous allons donc continuer à faire pression par toutes les voies possibles. D'accord, mais vous ne pouvez pas me donner de calendrier précis pour ces conséquences? Ces décisions dépassent mon niveau de responsabilité, mais les discussions se poursuivent. Très bien. Et comme vous le savez, les forces de la FARDC et des Wazalendo sont entrées dans Uvira. Comment les États-Unis collaborent-ils avec le gouvernement congolais pour assurer le retour d'une administration civile plutôt que militaire? Merci de votre attention portée à la situation à Uvira. Nous avons vu les forces de la FARDC revenir dans la ville et reprendre progressivement le contrôle. Avant tout, nous avons fait savoir qu'il est impératif de protéger les civils et nous étions très inquiets des dangers persistants pour eux. Nous l'avons donc clairement dit au gouvernement de la RDC et nous continuons de discuter de la gouvernance locale avec eux dans tout l'est de la RDC. D'accord, mais on n'a pas encore de calendrier sur le retour à une administration civile de la ville? Comme nous évaluons encore la situation en ville, la position de retrait du M23 et le niveau de contrôle de la FARDC sur la ville, les discussions continuent. Très bien. Et puis, mon bureau reçoit des rapports d'enlèvement et de représailles contre les Banyamulenge à Uvira par les Wazalendo et d'autres groupes armés. Que font les États-Unis pour protéger les civils dans les communautés touchées par le conflit à Uvira et aux alentours? Merci pour cette question. Nous restons très engagés auprès du gouvernement de la RDC pour souligner l'importance de protéger les civils. Et nous utilisons les canaux de communication avec d'autres groupes, dont Wazalando, pour souligner que les représailles sont inacceptables. Je pense que c'est le bon moment pour aborder aussi la question de l'accès humanitaire. Hélas, nous constatons toujours une entrave aux efforts humanitaires de tous les côtés, ce qui nuit au rapport sur la situation réelle et bien sûr à l'aide que les communautés nécessiteuses peuvent recevoir. Nous continuons donc à insister. Toutes les parties doivent permettre un accès humanitaire sans entrave à ces zones. Haya. Je voudrais maintenant passer à l'importance de la société civile. J'apprécie que vous ayez reconnu leur importance. Je suis ravie d'apprendre que l'UA prévoit des consultations, mais que répondez-vous aux critiques de l'opposition congolaise et de la société civile, dont le prix Nobel Denis Mukwege, affirmant que le processus de paix soutenu par les États-Unis a récompensé le Rwanda par des promesses d'investissement américains pour avoir attaqué la RDC? Merci pour ça.
Nous continuons donc à impliquer la société civile, surtout au niveau de nos ambassades. Nos ambassades collaborent étroitement avec les groupes locaux, surtout pour concevoir le cadre d'intégration économique régionale. Elles ont consulté divers groupes pour élaborer cet aspect économique clé de ces accords. Et encore une fois, nous comptons sur l'Union africaine pour jouer un rôle essentiel en mettant les voix de la société civile au premier plan lors de la mise en œuvre. Nous savons que c'est crucial pour une paix durable et nous espérons vraiment que ce sera l'un des résultats concrets que l'UA pourra obtenir. Je pense que c'est tout ce que je dirais pour l'instant. D'accord. Eh bien, je pense que la plupart des membres de la société civile à qui j'ai parlé contesteraient le fait d'avoir été impliqués dans ce processus. Je vous exhorte donc à rectifier le tir, car les Congolais ont, vous savez, connu 3 décennies d'accords de paix ratés. Et je pense que ces groupes de la société civile sur le terrain savent ce qu'il faut pour rendre cela durable. Sur ce, Monsieur le Président, je vous rends la parole. Docteur Dexin. Merci, Monsieur le Président. Merci d'organiser cette audition aujourd'hui et merci à notre témoin d'être présente. J'apprécie votre témoignage. J'ai eu le privilège de visiter le continent africain lors de plusieurs délégations du Congrès depuis que j'y siège, notamment récemment la RDC, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Lors de ces visites, presque toutes mes conversations ont porté sur la sécurité et la croissance économique. Et grâce au leadership du président Trump et du secrétaire Rubio, c'est exactement ce que les accords de Washington pour la paix et la prospérité établissent. Les bases pour que cela se concrétise en RDC. Maintenant que l'accord est signé, sa mise en œuvre doit être réfléchie et acceptée par tous nos partenaires régionaux. La clé d'une paix durable est la sécurité économique, n'est-ce pas? Mais on ne peut avoir de sécurité économique sans un certain niveau de sécurité physique également. Parce que les gens, vous savez, les nations étrangères ne viendront pas investir dans une zone trop hostile et trop dangereuse pour y travailler. C'est donc ce qui va être vraiment essentiel dans tout cela. J'ai un plan dont j'ai discuté avec plusieurs chefs d'État de la région, dont le Rwanda et la RDC. C'est que la région pourrait créer un cadre économique où les pays voisins géreraient des segments distincts de la chaîne d'approvisionnement en minerais critiques, provenant de l'Est de la RDC. Maintenant, je ne suggère pas que la RDC doive céder ses ressources. Elles appartiennent à la RDC, mais ce que je suggère, c'est que si cela devient une situation mutuellement bénéfique pour tous, d'avoir la paix dans la région, parce que c'est financièrement avantageux pour tous, alors je pense que cela contribuera grandement à établir une paix durable. Et j'ai proposé à plusieurs reprises qu'il y ait un accord entre les pays, et pas seulement le Rwanda et la RDC, mais la RDC et le Burundi, la RDC et l'Ouganda, certains de leurs voisins, pour que tout le monde profite des billions, des dizaines de billions de dollars de terres rares qui se trouvent actuellement dans l'est de la RDC. C'est l'une des régions les plus riches, sinon la plus riche au monde en ce qui concerne certaines de ses ressources naturelles. Donc, vous savez, si ces ressources pouvaient être extraites, vous savez, en RDC, puis raffinées ou transformées dans les pays voisins, tout le monde aurait un intérêt direct à s'assurer que la paix est maintenue dans la zone. Je pense aussi qu'un autre point important ici est que pour obtenir la sécurité physique dont nous avons parlé, eh bien, tout d'abord, permettez-moi de dire qu'une fois que cela arrivera, un autre point sur lequel j'ai vraiment insisté, c'est que les ressources issues de cet accord, à l'avenir, si cela devait se concrétiser, et qu'une partie de cette immense richesse était réalisée par la RDC et ses pays voisins. Parce que, comme je l'ai décrit, je pense qu'il est absolument crucial que ces ressources soient réinvesties dans la population de la RDC, dans les infrastructures. Ils doivent voir leur vie s'améliorer grâce à ces minerais, vous savez, étant transformés et vendus. Je pense aussi que ça va être vraiment clé. Vous savez, là, on a parlé des atrocités. Et vous savez, oui, il y a eu des atrocités des deux côtés. J'ai lu les rapports. Vous savez, le M23, Wazalendo, il y a eu des atrocités partout. Ça dure depuis longtemps maintenant, n'est-ce pas? Mais je maintiens aussi que le M23 est un groupe de milices armées. Je ne pense pas qu'ils vont déposer les armes et commencer à cultiver la terre dès le lendemain. Je pense qu'il doit y avoir un effort concerté de la part de la RDC pour prendre les membres congolais du M23 et les intégrer dans la plateforme de sécurité plus large du pays. Que ce soit, vous savez, en leur permettant de faire partie de l'armée d'une manière ou d'une autre, je n'en suis pas sûr. Mais je pense qu'il faut aussi avoir un plan pour cela. Mais ma question pour vous, rapidement, car je n'ai plus beaucoup de temps, je suis désolé, mais c'est que fait le département d'État en ce moment pour travailler? Comment travaille-t-il à la mise en œuvre d'un tel cadre que je viens de décrire?
concernant la sécurité économique et physique. Très bien, merci beaucoup, monsieur le député, de me donner l'occasion d'aborder ce point. Le cadre régional que vous avez décrit correspond exactement à ce que nous avons accompli avec le cadre d'intégration économique régionale signé entre la RDC et le Rwanda. C'était donc une forte incitation à participer au processus de paix. Comme vous l'avez dit, la sécurité économique et la sécurité physique vont de pair, et nous n'aurons pas plus d'investissement tant que nous n'aurons pas la paix. Nous sommes donc impatients d'aider la RDC et le Rwanda à mettre en œuvre le CIER, le cadre d'intégration économique régionale, qui vise à renforcer la collaboration transfrontalière dans des secteurs tels que les minerais critiques, mais aussi l'énergie, les infrastructures, le tourisme et la santé publique. Nous attendons donc avec impatience la mise en œuvre de ce cadre, surtout lorsque nous aurons progressé vers une véritable stabilité sur le terrain. Et j'apprécie votre remarque selon laquelle nous devrions envisager d'inclure l'Ouganda et le Burundi dans certains efforts liés à ce cadre. Je pense que nous espérons certainement en arriver à ce stade. Et j'aimerais beaucoup discuter plus en détail avec vous de ce à quoi cela pourrait ressembler pour garantir que tous les pays de la région bénéficient de cet accord signé entre la RDC et le Rwanda. Si je pouvais juste revenir sur votre commentaire concernant le M23 et les efforts de réintégration et de DDR, c'est un aspect crucial du processus de Doha et un point qui sera abordé lors des prochaines négociations. Nous soutenons donc vivement les efforts du Qatar pour organiser ces discussions et les États-Unis continueront d'apporter un soutien technique tout au long de ces négociations. Merci beaucoup et j'ai hâte d'avoir d'autres conversations avec vous et votre équipe sur la manière dont nous pouvons soutenir l'investissement en RDC et dans la région. Merci, j'apprécie cela et je sais que je présente les choses de manière beaucoup plus simple qu'elles ne le sont en réalité. Il y a eu, vous savez, cela dure depuis des décennies maintenant, vous savez, ce conflit. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra mettre de côté les différends et qu'il devrait y avoir un moyen pour que le M23 se réintègre et pour que tout le monde, y compris, vous savez, les deux parties de ce conflit, voient qu'ils bénéficient de ce qui se passe avec l'immense richesse minière là-bas, qui, je pense, est en fin de compte la solution à ce problème. Mais encore une fois, je vous remercie de votre temps. Et sur ce, Monsieur le Président, je vous rends la parole. La présidence donne la parole au représentant de l'Illinois, Monsieur Jackson. Merci, Monsieur le Président Smith. Depuis des décennies, la République démocratique du Congo, la RDC, est piégée dans un cycle de violence dû à des conflits ethniques entre des acteurs gouvernementaux, divers groupes rebelles et des acteurs étrangers. Aujourd'hui, près de 15 millions de personnes en RDC ont besoin d'une aide humanitaire et près de 27 millions de personnes seront confrontées à des niveaux de crise ou d'urgence d'insécurité alimentaire en 2026. En décembre, le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame ont officiellement signé l'accord de paix négocié par les États-Unis. La viabilité de cet accord est à bien des égards discutable, car il a clairement privilégié le profit économique immédiat et substantiel tiré de l'extraction de minerais critiques, essentiels pour de nombreuses industries, plutôt que de favoriser la construction d'une paix durable et véritablement stable dans la région concernée. Des acteurs clés touchés par le conflit, surtout la société civile locale et les femmes et filles congolaises, ont été exclus et n'ont pas été impliqués face aux acteurs déstabilisateurs et aux parties au conflit, comme le mouvement du 23 mars, le M23. L'an dernier, l'administration a mis fin au programme de prévention et de résolution des conflits et des atrocités dans le pays, qui améliorait les moyens de subsistance et la stabilité autour des minerais critiques, ce qui a nui à la stabilité et menacé le succès des efforts de paix menés par les États-Unis. De plus, la réorganisation du département d'État a entraîné la suppression de bureaux clés, axés sur la prévention des conflits et des atrocités, comme le Bureau des opérations de conflit et de stabilisation, le CSO, et le Bureau du secrétaire pour les questions mondiales relatives aux femmes. Pour traiter durablement les causes de violence et d'instabilité en RDC, l'administration Trump doit soutenir des programmes incluant divers acteurs locaux, renforcer les capacités de prévention et de résolution des conflits, répondre aux atrocités et s'attaquer à l'impact disproportionné de ce long conflit sur les femmes et les filles. Par ailleurs, j'ajoute également que l'administration Trump a selon moi tout à fait tort de supprimer les programmes importants et essentiels liés à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, qui sont véritablement le tremplin pour de nombreuses opportunités et avancées sociales. Pour aider à résoudre les conflits, instaurer la justice raciale et promouvoir les femmes à des postes de direction inclusifs.
Je vous demande dans quelle mesure le Bureau des affaires africaines a mis en œuvre des programmes de prévention des conflits et de consolidation de la paix dans le pays pour compléter la diplomatie récente concernant la RDC. Merci, monsieur le député, pour cette question. Je précise que nous avons de nombreux programmes d'aide en cours, principalement de l'aide vitale, mise en œuvre en RDC. Le secrétaire Rubio a été clair. Nous resterons le plus grand donateur d'aide humanitaire vitale au monde et nous utiliserons l'aide étrangère pour soutenir nos priorités stratégiques. La RDC est clairement une priorité stratégique et ramener la stabilité et la paix dans la région est évidemment un objectif pour le président Trump. Nous avons donc hâte de poursuivre ces programmes d'assistance. J'ajouterai que nous continuons d'appliquer des programmes, notamment ceux offrant protection et services médicaux aux femmes et aux filles, et d'autres axés sur la protection des populations vulnérables. Nous reconnaissons donc tout à fait que les femmes et les filles sont extrêmement menacées dans l'est de la RDC, et nous poursuivrons ces efforts de protection. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle le plan de paix soutenu par les États-Unis n'a pas été inclusif, puisque la société civile, y compris celle dirigée par des femmes, a été exclue des pourparlers officiels? Merci beaucoup de me donner l'occasion d'aborder ce point. Nous avons donc inclus la société civile dans les consultations, en particulier autour du cadre d'intégration économique régionale. Et nous attendons avec impatience la poursuite de ces échanges alors que nous étudions comment mettre en œuvre ce cadre et encourager l'investissement dans la région. Et nous comptons sur l'Union africaine pour vraiment s'impliquer dans cette voie et mettre les voix de la société civile au premier plan alors qu'ils nous aident à mettre en œuvre ces accords. Nous avons donc hâte de discuter avec ces groupes, en particulier en coordination avec l'IA. Et pour conclure, je trouve assez curieux que le président des États-Unis impose davantage d'interdictions aux pays africains. Plus d'interdictions sur l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale, créant plus d'obstacles à la participation de nos grands pays. Je vous remercie infiniment pour votre coopération et votre participation. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci. Monsieur Olszewski. Merci au président Smith et à la représentante Jacobs d'avoir organisé cette audition. Merci à notre témoin d'être présente. Juste un peu de contexte pour les civils congolais vivant en RDC, le véritable test des accords de Washington est assez simple. Ce n'est pas de savoir si le président déclare que la paix est là, c'est de savoir si la vie devient plus sûre. Plus digne et plus sûre sur le plan économique, dans les communautés locales. Aujourd'hui, plus de 70% des civils congolais vivent dans l'extrême pauvreté. Plus de 1100 écoles et sites d'apprentissage ont été endommagés ou transformés en abris, et plus d'1,6 million d'enfants sont déscolarisés dans tout l'est de la RDC. Près de 25 millions de personnes sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Et depuis le 1er décembre, au moins 500 000 personnes, dont plus de 100 000 enfants, ont été nouvellement déplacées au Sud Kivu. Je tiens donc à me faire l'écho, je suppose, des questions et des préoccupations. Car malgré ces chiffres stupéfiants, les dirigeants de la société civile congolaise continuent de nous dire qu'ils ont été mis à l'écart des négociations. Ce n'est donc pas une question précise, mais j'aimerais, Madame Trottmann, en savoir plus, notamment dans le cadre d'un suivi. Puisque vous dites qu'ils sont impliqués, j'aimerais savoir précisément comment cette implication s'est concrétisée et quels sont les plans pour la suite, mais je salue votre engagement à cet égard. J'ai quelques questions que je souhaite aborder pendant que nous sommes ici aujourd'hui. Et elles reposent sur la conviction que la politique doit être ancrée dans les réalités vécues, les priorités et le leadership des communautés congolaises elles-mêmes. Sans cela, nous risquons de répéter la même approche descendante qui a fait défaut au peuple congolais pendant 3 décennies, quel que soit le soutien diplomatique affiché ici à Washington. Ma première question aujourd'hui s'appuie sur la question de l'exploitation minière locale. Nous savons que l'accord de partenariat stratégique inclut peu d'exigences sur la transformation locale, les normes environnementales et le partage des revenus. Je me demande comment le département d'État veillera à ce que la richesse générée par ces ressources, ou par les entreprises, soutenues par les États-Unis, favorise réellement la croissance économique locale. Merci beaucoup, monsieur le député, de me donner l'occasion de répondre à cette question. Nous voulons être clairs. L'accord de partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC est une grande victoire pour les Américains et pour les États-Unis. C'est aussi une grande victoire pour la RDC et pour le peuple congolais. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le président Tshisekedi et son gouvernement pour élaborer cet accord, et nous sommes très enthousiastes quant à ses retombées pour l'avenir de la RDC. Nous pensons que grâce à cet accord, d'entreprises américaines auront accès à des opportunités d'investissement en RDC.
Nous savons que les entreprises américaines apportent les normes opérationnelles les plus élevées au monde, ce qui favorisera le transfert de compétences, la création d'emplois locaux et développera davantage d'opportunités économiques en RDC. Et nous avons hâte de voir cela se concrétiser à mesure que nous mettrons en œuvre l'accord. L'accord comprend également des engagements de la RDC pour réguler et formaliser le secteur minier, ce qui aidera à formaliser l'exploitation minière artisanale. En particulier, ce qui aidera à lutter contre l'exploitation et les abus envers les travailleurs locaux et permettra au peuple congolais de bénéficier des revenus de ces ressources. Vous prévoyez donc de participer à ces discussions pendant qu'ils élaborent cette réglementation? Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Ensuite, deuxièmement, concernant les enfants soldats, nous savons que l'UNICEF rapporte que le recrutement et l'utilisation d'enfants par des groupes armés ont augmenté de 60% en 2024 par rapport à l'année précédente. De plus, le contrôle de vastes zones par des groupes armés dans les provinces de l'Est de la RDC a enraciné l'instabilité, exacerbant la souffrance des civils. Je me demande comment le gouvernement américain soutient les efforts menés par le pays et ses partenaires, y compris des agences comme l'UNICEF, pour endiguer le recrutement qui perpétuerait ce conflit et pour garantir de meilleures opportunités à ses enfants. Quelles sont les aides actives du département en RDC qui s'efforcent de répondre aux besoins de ces enfants vulnérables? Merci beaucoup de me donner l'occasion d'aborder ce problème. Je dirais que nous continuons de soulever la question des enfants soldats au plus haut niveau de notre coopération avec le gouvernement de la RDC. Les réglementations liées à l'utilisation d'enfants soldats empêchent évidemment une part importante de coopération. En matière de sécurité, avec les pays jugés concernés par ce problème, donc en signant le protocole d'accord bilatéral de sécurité entre les États-Unis et la RDC que nous avons établi le 4 décembre, également nous avons été clairs sur le fait que pour sa mise en œuvre, nous suivons évidemment les réglementations américaines et l'utilisation d'enfants soldats reste une grave préoccupation pour nous sur le territoire de la RDC. Nous continuerons donc à travailler sur cette question. Et concernant les aides actives, je pourrais vous donner des détails plus tard, mais nous avons des programmes qui traitent de la protection des enfants et des communautés vulnérables. Nous pensons qu'en offrant ces ressources, les enfants auront, espérons-le, d'autres choix que de rejoindre ce genre de groupe. Ce serait formidable, j'ai hâte de voir ça. Merci pour votre temps et sur ce, Monsieur le Président, je vous rends la parole.